Bonjour Zeki. Bonjour Swan. Merci de m'avoir accordé cette interview, à moi et à nous les reporters de TCCM Productions. Est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? Donc Zeki, je fais partie d'un duo qui s'appelle Matt et Zeki. Du coup, on travaille ensemble depuis 2016. D'où est-ce que vous venez? Alors, on est actuellement dans un atelier qui est à Reims. Ouais. Donc on y habite. On n'y est pas originaire, mais on est très bien adopté par la ville. Et voilà, donc du coup, on est installé depuis 2016. Donc votre parcours artistique, vous l'avez commencé en 2016 ou vous étiez en solo depuis plus tôt? J'ai été légèrement en solo une année avant de rencontrer Matt. Ouais. Et notre travail en fait coïncidait à cette époque-là. Quand on s'est rencontrés, on discutait sur Twitter. Et on a très vite commencé de travailler, on va dire, intégralement en duo. Et vous préférez travailler en duo ou en solo? Le travail en duo nous a permis de nous donner beaucoup on va dire, d'assurance et puis peut-être de ne pas avoir peur de débuter des projets. Et surtout, nos compétences sont complémentaires. Matt va être beaucoup sur les bombes aérosols. Elle va être un petit peu le gépetto du duo, c'est-à-dire que c'est elle qui va bricoler, qui va trouver des solutions. Et moi, je vais plutôt être sur la partie acrylique, figurative. Donc, c'est-à-dire que j'aime bien m'intéresser à ce qu'on peut reconnaître dans une œuvre, notamment des visages, comme on a sur les statues. Et finalement, c'est ces deux univers qui ont coïncidé et qui nous permettent d'être ce qu'on est aujourd'hui. Oui, je vois. Combien de fois avez-vous participé à ce festival? C'est la première fois. Ça va, êtes-vous content? Alors en fait, c'est la première fois parce qu'on s'est rencontré avec Stom 500 l'année dernière sur un festival avec une très bonne ambiance aussi. Il aurait bien voulu nous programmer sur la précédente édition, mais il y avait déjà plus de place. Et donc du coup, il a tenu sa parole, il nous a invités pour cette session-là. Du coup, ça va, vous aimez bien l'ambiance? On est super bien accueillis. Je crois qu'il ne doit pas y avoir trop d'artistes terrorisés avec ce qu'ils vivent ici, puisque déjà, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que ce soit un artiste qui organise et ça permet aussi de mieux comprendre les besoins des artistes au quotidien et de pouvoir les satisfaire et de nous accueillir dans des super bonnes conditions. Pourquoi vous avez commencé le street art en fait? C'est venu naturellement par la rencontre que j'ai eue avec Matt. Je pense que toute seule, je n'aurais peut-être jamais osé peindre sur un mur puisque la rue, finalement, même encore en 2022, on a plutôt tendance à penser que c'est un lieu uniquement pour les garçons et pas forcément pour les femmes. Et c'est pour ça qu'on est sous-représenté en matière d'art urbain. Heureusement, on a une programmation ici qui montre qu'il y a quand même des femmes qui travaillent aussi et qu'il y en a de plus en plus. Vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre technique? Donc votre technique, les supports que vous utilisez, vos matériaux En fait, on a vraiment commencé à travailler ce sur quoi on est en ce moment depuis le Covid. Ça a été vraiment une période d'intense recherche parce qu'on s'est retrouvés avec tous nos projets qui étaient reportés et je pense qu'on avait besoin d'un temps de réflexion et d'analyse de ce qu'on faisait. Et surtout quand on est à deux, on a tendance aussi à plutôt suivre l'une ou l'autre parce qu'elle est dans une bonne dynamique, mais on n'avait pas encore trouvé l'énergie suffisante pour travailler ensemble de concert. Et en fait, cette période nous a permis de nous poser. Et à la base, on travaillait beaucoup sur des toiles, sur des châssis en bois. Et puis en fait, avec le confinement, toutes les boutiques étaient fermées. Et on a l'habitude de travailler qu'avec des commerçants qu'on connaît sur place. Et les seules boutiques ouvertes, c'était des boutiques du type Leroy Merlin. C'était des boutiques qui permettaient de vendre du bois. Et on a eu en plus un don d'une entreprise. Et on a commencé à travailler sur du support bois. Et ce support bois, maintenant, en fait, nous suit tout le temps. C'est-à-dire qu'en galerie, on travaille que sur du bois, on ne travaille plus sur des châssis entoilés. Et en parallèle, on avait commencé de faire des murs. Donc on a commencé notre premier mur, je crois que c'était en 2018. Donc ce qu'on appelle un artiste muraliste, ce que vous voyez aujourd'hui. Du coup, les murs, en fait, sont, on va dire, la moitié du temps de travail qu'on fait par an. Donc tu vas avoir une saison automne-hiver où on va être en atelier travailler sur le bois pour notre galerie parisienne. Et une saison printemps-été où on participe à des festivals, où on fait des œuvres sur mur. Donc vous avez votre propre galerie à Paris? Oui, alors elle nous représente. Donc c'est une galerie qui est située dans le Marais, qui s'appelle la Tagliatella. Et sa particularité, c'est qu'il y a 3 autres succursales, donc à New York, Palm Beach et Toronto. Donc nous, on fait vraiment partie de la galerie parisienne avec un très bel accompagnement et une très bonne galeriste. Est-ce que vous avez un mentor? Le mentor, écoute, je pense qu'en fait, ce mentor, on l'a l'une et l'autre. On se soutient mutuellement parce que dans chaque métier, il y a des difficultés, des défis, des obstacles. Le métier d'artiste, c'est un des métiers, je pense, où on rencontre le plus de défis. Et le mentor, c'est ton duo qui t'accompagne et qui te dit « Allez, on y croit, on y va, même si c'est difficile, on lâche pas ». Et donc ce qui est très important, c'est de trouver quelqu'un qui nous donne suffisamment d'énergie pour avancer au quotidien. Pour qui réalisez-vous vos œuvres? On réalise principalement des œuvres pour des collectionneurs déjà, pour notre galerie. Donc on va toucher un public particulier. Mais quand on fait du mur, on touche tout le monde et c'est ça qui est hyper intéressant puisque les personnes n'ont pas besoin d'acheter un ticket pour aller quelque part pour voir une œuvre. Donc on touche tous les publics et on espère pouvoir toucher le maximum de personnes. Et si vous pouvez donner un mot-clé qui se retrouve dans vos œuvres? Le mot-clé, on va dire que ça va être l'entropie. Donc l'entropie, c'est un concept scientifique, c'est même une loi scientifique
qui dit que l'univers est voué à la destruction pour se reconstruire après. Et ça, c'est un motif qu'on a développé dans un livre, donc un livre de poche de 175 pages, dans lequel une héroïne va vivre une odyssée mythologique avec tous les défis que ça impose. Et donc l'entropie, on la voit beaucoup dans notre travail, puisqu'on on fait des statues qui ont une sensation de déconstruction, qui deviennent poussière, mais on ne sait pas si c'est au commencement de leur vie ou à la fin d'un cycle. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est dans la vie de se dire que si parfois les choses se détruisent, si on a tendance à penser que les choses ont une fin, il faut toujours rester optimiste et se dire que c'est pour que d'autres choses, de belles choses se produisent. Toujours aller vers le meilleur. Et c'est ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est-à-dire que ce temps d'arrêt total sur notre travail nous a permis de remettre de l'énergie dans la machine pour repartir sur de bonnes bases. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre livre? Alors le livre, en fait, on appelle ça une autofiction mythologique. Et en plus, ce mot ne vient pas de nulle part, puisqu'on en avait discuté au moment de l'écriture avec l'artiste rouge qui est ici aujourd'hui. On l'avait croisée sur un autre festival. Et quand on lui a parlé de notre projet de livre, elle nous a dit, en fait, vous êtes en train d'écrire une autofiction mythologique. Et c'est resté. Et l'autofiction mythologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette odyssée mythologique qu'on a écrite, il y a tous nos faits autobiographiques. C'est-à-dire qu'on parle de nous sous couvert d'une mythologie. Donc les gens qui vont lire le livre pour la première fois ne vont vraiment pas savoir exactement ce qui s'est passé dans nos vies et vont peut-être pouvoir, eux, s'imaginer des choses avec ce qu'ils lisent, puisque au lieu de parler du fait qu'on a peut-être peur de faire quelque chose, on a créé un monstre dedans qui fait peur à l'héroïne, donc qui est devenu un personnage à part entière qu'on appelle un hécatonchire, qui est issu d'autres mythologies. Le principe de ce livre, c'est que tout le monde puisse le lire et peut-être trouver une part de sa vérité à lui dans le livre. Combien de temps vous mettez à peu près pour réaliser vos œuvres? Alors les œuvres en atelier demandent une précision encore plus minimaliste parce qu'on est sur du beaucoup plus petit format que ce qu'on fait ici, qui est une œuvre de 6 mètres de haut. Et donc on peut aller de 1 à 3 semaines pour une seule œuvre. D'accord. Donc on a une galeriste qui est assez patiente pour attendre que les œuvres soient disponibles avant de les proposer à ses collectionneurs. Et pour un mur de cette taille, ça va aller de 4 à 5 jours. Je vois que vous avez une vision assez philosophique de l'art. Est-ce que vous pensez qu'il y a un style Matezeki? Alors oui, c'est une très bonne question. Oui, on a une vision philosophique de l'art parce que d'une certaine manière, on essaie de faire passer un message et nous, notre message est entièrement optimiste et de se dire que si on peut porter quelque chose, si on lit notre livre, on espère pouvoir accompagner les lecteurs vers peut-être une vision un peu moins dure de leur vie, de leurs faits, de ce qu'ils font. Parce que peut-être qu'en France, on a un petit peu de difficulté avec l'échec. Dans nos cultures à nous, c'est plutôt mal vu d'échouer. Alors qu'en fait, ça fait partie intégrante du processus de vie. Et donc peut-être que notre philosophie ou notre style Matezeki, c'est de proposer quelque chose qui est esthétiquement abouti, mais qui quelque part renferme des données philosophiques ou un petit message, ou si on s'intéresse un peu plus, si on lit le cartel de l'œuvre, on va pouvoir les embarquer dans notre univers. Est-ce que dans vos œuvres, il y a une couleur prédominante? Bizarrement, quand on était jeune, on n'aimait pas forcément le rose, et c'est vrai que le rose, on le retrouve un petit peu beaucoup dans notre travail en ce moment. On peut pas dire qu'il y a une couleur, mais plus des camailleux de bleu, mais plutôt pastel. D'accord. Peut-être que c'est d'une certaine manière, on va dire, un mouvement vers le spectateur pour ne peut-être pas trop le submerger par la couleur, et plutôt le laisser vivre l'œuvre tranquillement là où il est. Est-ce que vous avez un idéal, un objectif que vous souhaitez atteindre? Oui, on aimerait passer de l'autre côté de l'Atlantique ou en tout cas intéresser peut-être notre travail à des festivals ou des collectionneurs de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux États-Unis. Ça, on aimerait bien. Et ce qui est très important, c'est que chaque année, on va se fixer 1 ou 2 objectifs qui permettent à notre duo en fait de suivre, on va dire, une évolution. Et donc à chaque fois, on va se dire, bah voilà, cette année on a fait 6 fresques, bah, peut-être que l'année prochaine on en fera 7. Ou cette année on a fait une expo avec notre galerie, bah, peut-être que l'année d'après on peut faire une expo collective avec d'autres artistes. Donc il faut toujours se fixer des objectifs pour être satisfait en fait. Donc vous pensez qu'on ne peut pas forcément réussir sans objectif? En tout cas, c'est notre organisation. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres festivals que le Color Urban à Strasbourg? Donc oui, on a participé au festival du Clos du Chêne l'année dernière, dans lequel on a été aussi extrêmement bien accueillis. On a failli en faire un dans le sud, mais il était en fait avec un autre planning qu'on ne pouvait pas tenir si on y allait. Mais on projette en effet de faire d'autres festivals, parce que c'est toujours très enrichissant humainement, parce qu'on rencontre d'autres artistes et il y a une communauté qui se forme, il y a une espèce de belle énergie qui est très agréable d'avoir, à la fois dans les journées où on travaille, où on va voir le travail de l'autre, tiens, est-ce que tu t'en sors? Et puis le soir, quand on peut boire un verre ensemble et discuter. Vous avez un festival qui vous a marqué, surtout les festivals auxquels vous avez participé? Bah là, je pense qu'on peut parler de celui de Colors. Je pense qu'il restera gravé dans notre mémoire très très longtemps encore. Et y a-t-il des œuvres dont vous n'êtes pas satisfaite? Évidemment, et ça fait partie du processus.
de se dire que finalement notre place dans ce travail-là n'est pas tout à fait aboutie et donc on va persévérer et on va y arriver. Et puis évidemment, quand on regarde les premières œuvres qu'on a fait il y a plusieurs années, on préfère notre style de maintenant parce qu'on a pu le mûrir, on a pu réfléchir à ce qu'on voulait vraiment faire toutes les deux. Est-ce que par hasard vous avez déjà raté des œuvres? Évidemment. Toutes les œuvres. Et ça, c'est encore une fois, c'est très culturel, c'est français. De se dire est-ce qu'il y a eu un échec, comment ça s'est passé. Mais l'échec est formateur et même pour un métier de reporter, l'échec est formateur, il faut le vivre. Et c'est ce qui permet en fait de polir un petit peu le projet, d'améliorer, de se dire que finalement si j'ai échoué là, j'ai appris autre chose, j'ai appris à contourner le problème. Et en fait un métier, un professionnel, en fait c'est juste quelqu'un qui règle des problèmes en permanence. Sauf qu'il va apprendre à le faire de plus en plus vite avec les années qui passent. Si vous pouviez faire passer une loi, laquelle serait-elle? Déjà, passer une loi, ça veut dire que des députés vont la voter. Et si la loi, c'était de beaucoup plus organiser des campagnes de communication autour des législatives, qui sont un dispositif de l'Assemblée qui est très important, puisque ça veut dire que tu vas élire ton député le plus proche au local, et donc ce qui va contribuer à la démocratie et à se sentir un peu plus écouté ou un peu plus perçu. Je pense que ça serait une loi en effet autour du fait de valoriser encore plus les campagnes législatives. Est-ce que vous mettez quelquefois un message politique dans vos œuvres? On ne met pas de message politique, nous on est plutôt sur la philosophie. On va dire que si notre message doit être porté dans quelque chose d'un petit peu plus politique, c'est d'écouter l'autre. Donc notre message à nous, c'est plus de se respecter les uns des autres, même s'il ne nous plaît pas du tout, même si ses arguments ne nous conviennent pas, mais au moins d'entendre ce qu'il a à nous dire. On voit que partout vous pouvez glisser un message philosophique, c'est super. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux plus jeunes qui souhaitent se lancer dans le street art? Le message à faire passer, c'est voilà, encore une fois, ne pas avoir peur de l'échec, qui sera formateur. Et encore une fois, qu'il ne faut pas attendre de savoir tout maîtriser pour faire les choses. Et que c'est en ayant une succession d'échecs qu'on arrive à trouver sa voie. Pour moi, l'échec, c'est l'abandon. C'est pas d'avoir échoué sur une pièce, c'est l'abandon. Donc il ne faut pas abandonner. Est-ce que par hasard vous aurez un message à transmettre aux jeunes reporters de TCCM Productions? Il y a les jeunes reporters, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de leur dire qu'ils n'attendent pas d'avoir toutes les compétences et toutes les capacités techniques pour commencer. Son métier, on l'apprend toute sa vie. C'est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Et donc réellement, s'ils s'intéressent à ça, qu'ils démarrent avec le plus petit matériel, qu'ils se fassent conseiller par des pros, et puis qu'ils n'hésitent pas à suivre des comptes Instagram de personnes qui sont plus professionnelles, et surtout de créer leur réseau, puisque c'est très important d'avoir du talent, mais c'est encore mieux avec le réseau pour favoriser les projets. Vous avez quelque chose à rajouter? Écoutez, soyez heureux. En tout cas, on vous remercie pour cette interview que merci à vous toutes et tous. Avez accordée. Merci. Et un grand merci de la part de TTCM Productions. Merci à vous. Merci à bientôt Nora. Au revoir. À bientôt. Zeki.